Elle n'est qu'une personne insignifiante. Maman a ri de moi, jusqu'à ce que la fiancée de mon frère cherche mon nom sur Google, et tout a changé. Bonjour, je m'appelle Rachel Thompson, j'ai 32 ans, je suis assise à la table en acajou de mes parents pour ce qui était censé être un dîner de célébration. Ma famille m'a toujours traité comme si j'étais invisible, la fille oubliée qui n'a jamais vraiment été à la hauteur. Elle n'est qu'une personne insignifiante avec un boulot de bureau quelconque, a ri ma mère, Barbara, avec dédain lorsque la fiancée de mon frère, Jessica, a demandé ce que je faisais. Personne à cette table n'aurait pu prédire ce qui se passerait lorsque Jessica a pris son téléphone et a tapé mon nom sur Google. Avant de continuer mon histoire, d'où regardez-vous aujourd'hui? Si vous appréciez déjà, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne. Croyez-moi, vous aurez envie de rester pour voir comment les visages de ma famille ont changé lorsqu'ils ont découvert qui je suis vraiment. J'ai grandi à Westlake, Ohio, un quartier de banlieue soigné où l'apparence était tout, et le statut se mesurait à la taille de votre maison et aux universités fréquentées par vos enfants. Notre maison coloniale à 2 étages, avec sa pelouse impeccable et ses couronnes saisonnières sur la porte d'entrée, était le cadre parfait pour la famille que ma mère, Barbara, voulait montrer à tout le monde. À l'intérieur de ces murs, la dynamique familiale était claire comme du cristal. Ma mère, avec ses cheveux parfaitement méchés et son abonnement au country club, orchestrait nos vies avec précision. Tout tournait autour de l'image et des réussites. Mon père, Thomas, comptable dans une entreprise respectée, était gentil à sa manière discrète, mais il se pliait finalement à ma mère pour toutes les questions familiales. Il était la définition même de la passivité, préférant toujours la paix à la confrontation, même si cela signifiait sacrifier mes sentiments dans le processus. Puis il y avait mon frère, Michael, de 3 ans mon aîné et l'étoile incontestée de notre famille. De son premier home run en Little League à son discours de major de promo au lycée, Michael ne pouvait rien faire de mal. Sa chambre était un sanctuaire de réussite, des trophées sportifs brillants, des médailles académiques et des lettres d'acceptation encadrées. Mes parents assistaient à tous les matchs de baseball, tous les tournois de débat, toutes les cérémonies de remise de prix. Il rayonnait depuis le premier rang, prenant des photos à n'en plus finir et se vantant auprès de quiconque voulait bien écouter. « C'est notre fils », disait ma mère, en insistant sur notre comme si Michael était leur seul enfant. Mon premier souvenir de déception remonte à mes 8 ans. J'avais écrit une nouvelle sur une fille qui découvrait qu'elle pouvait parler aux animaux. Ma maîtresse de CE2 m'avait donné un A+, et avait écrit l'imagination extraordinaire en haut de la page. Je suis rentré à la maison, débordante de fierté, impatiente de montrer mon histoire à mes parents. « Maman, papa, regardez ce que j'ai écrit », ai-je annoncé, agitant mon histoire dans les airs. Ma mère y a jeté un bref coup d'œil. « C'est gentil, Rachel, mais nous nous préparons pour la foire scientifique de Michael. Pose-le sur le comptoir, nous le regarderons plus tard. » Ce plus tard n'est jamais venu. Quand j'ai retrouvé mon histoire quelques jours plus tard, elle était tachée de cercles de café, non lus et oubliés. Ce schéma s'est répété tout au long de mon enfance. En 6e, lorsque j'ai remporté un concours d'écriture à l'échelle du district, aucun de mes parents n'a assisté à la cérémonie. Michael avait un match de baseball le même jour. « Tu comprends, n'est-ce pas, Rachel ?» a dit doucement mon père. « C'est un match important pour ton frère. » J'ai parfaitement compris. J'apprenais ma place dans la hiérarchie familiale. Le lycée a apporté plus de la même chose. J'ai rejoint le journal de l'école, devenant finalement rédactrice en chef. J'ai remporté des prix d'État pour mes éditoriaux et mes nouvelles. Mon nom apparaissait dans des magazines pour adolescents et des journaux locaux. Chaque réussite était accueillie par la même réponse tiède de ma famille. « Écrire est un joli passe-temps, Rachel », disait ma mère, mais ce n'est pas un vrai plan de carrière. Tu devrais te concentrer sur quelque chose de pratique, comme le commerce ou les soins infirmiers. Même lorsque ma nouvelle a été publiée dans une anthologie nationale pour jeunes écrivains, mes parents ont refusé d'en acheter un exemplaire. Pendant ce temps, ils ont encadré les lettres d'acceptation à l'université de Michael et les ont accrochées dans le salon pour que les visiteurs les admirent. Au moment où je suis parti pour l'université, j'avais cessé de partager mes réussites avec ma famille. J'ai choisi une université à New York, aussi loin de l'Ohio que ma bourse me le permettait. La distance n'était pas seulement géographique, je créais un espace émotionnel pour devenir quelqu'un d'autre que la fille invisible que j'avais été à la maison. Pendant ces 4 années, je me suis épanoui. Mes professeurs ont loué mon écriture, encouragé ma voix et m'ont poussé à soumettre mes travaux à des publications.
De petits succès se sont accumulés, un poème ici, une nouvelle là. Chaque publication était une brique dans la fondation de ma confiance, construite sans la connaissance ni l'approbation de ma famille. Quand je rentrais pour les vacances, je répondais aux questions vagues sur mes études par des réponses tout aussi vagues. J'ai appris que parler de mes passions n'invitait que le mépris, alors je gardais mes succès croissants pour moi. Je passais des dîners interminables à écouter des mises à jour sur les cours de commerce de Michael, ses perspectives de stage, sa petite amie issue d'une bonne famille. Après l'obtention de mon diplôme, quand j'ai annoncé mon intention de rester à New York et de poursuivre l'écriture, la réaction de ma mère était prévisiblement dédaigneuse. New York est tellement cher, Rachel. Tu seras de retour à la maison dans 6 mois quand tu ne pourras pas payer le loyer, a-t-elle prédit avec assurance. Peut-être que tu pourras obtenir un emploi au collège communautaire si tu veux rester proche des livres. Mon père, fidèle à lui-même, a essayé de jouer les médiateurs. Ce que ta mère veut dire, c'est que nous nous inquiétons pour toi. Écrire est un métier difficile. Nous ne voulons simplement pas que tu te prépares à une déception, a-t-il dit. Ma mère a ajouté, comme si la déception n'était pas déjà l'émotion principale que j'associais aux interactions familiales. Au fil des années, alors que ma vie d'adulte prenait forme à New York, j'ai développé 2 existences séparées. Il y avait Rachel, l'écrivaine accomplie avec une réputation croissante dans les cercles littéraires, et Rachel, la fille décevante qui travaillait à un vague boulot dans l'édition pour autant que sa famille le savait. Cette déconnexion était douloureuse mais protectrice. Je ne pouvais pas supporter d'offrir mes réussites pour les voir à nouveau diminuer. Les appels téléphoniques à la maison devenaient des exercices d'omission. J'écoutais les nouvelles sur les promotions de Michael, les accomplissements du comité social de ma mère, les potins du quartier, sans jamais offrir d'informations sur ma propre vie qui comptait pour moi. Je suis devenu habile à détourner les questions, les retournant à l'interlocuteur, gardant mes réponses superficielles. Certains pourraient se demander pourquoi je maintenais une relation avec ma famille. La réponse est compliquée, enveloppée de couches d'espoir, d'obligation et de la croyance tenace qu'un jour ils pourraient me voir, vraiment me voir. Malgré tout, c'était ma famille. Et une partie enfantine de moi désirait encore leur approbation, même si l'adulte en moi reconnaissait à quel point cela était peu probable. Alors, je continuais mes visites biannuelles à la maison, me préparant à chaque fois à la sensation familière de m'effacer en arrière-plan, d'être ignoré et sous-estimé. Je suis devenu le fantôme de la famille, présente mais pas tout à fait réelle à leurs yeux. Et j'ai appris à trouver la validation ailleurs, construisant une vie riche d'amitié significative et de respect professionnel dont ma famille ne savait rien. Quand je me suis installé à New York après l'université, je n'avais que 2 valises, mon ordinateur portable et un optimisme déterminé. La prédiction de ma mère selon laquelle j'échouerais dans les 6 mois pesait sur moi comme un défi. J'étais préparé à la lutte, mais la réalité de percer dans l'industrie de l'édition à New York était encore plus difficile que je ne l'avais anticipé. J'ai trouvé un petit appartement à Brooklyn que je partageais avec 2 autres créatifs en herbe. Mon premier emploi était celui de barista dans un café près d'Union Square, travaillant les matins pour pouvoir utiliser les après-midi pour déposer des candidatures dans des maisons d'édition et des agences littéraires. La nuit, j'écrivais à un bureau bancal coincé dans un coin de ma chambre, souvent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Les lettres de refus s'accumulaient. Je les scotquais sur mon mur comme motivation plutôt que comme découragement. Chaque non me rapprochait d'un éventuel oui, me disais-je dans les moments de doute. Ma première percée est arrivée 8 mois après mon arrivée à New York. J'ai décroché un poste de débutante comme assistante dans un petit mais respecté magazine littéraire. Le salaire couvrait à peine le loyer et les ramens, mais l'expérience était inestimable. J'ai absorbé tout ce qui concernait le processus d'édition, de l'évaluation des soumissions à la correction des épreuves en passant par la production. C'est là que j'ai rencontré Eleanor Montgomery, une rédactrice senior dont l'œil aiguisé et la langue encore plus acérée faisaient trembler les membres juniors du personnel. Eleanor était une légende dans les cercles littéraires, connue pour avoir découvert des talents majeurs et ses normes éditoriales intransigeantes. Pour des raisons que je n'ai jamais complètement comprises, elle s'est intéressée à ma carrière. « Tu as une voix », m'a-t-elle dit après avoir lu un texte sur lequel je travaillais pendant les pauses déjeuner. Brute mais distinctive. Continue d'écrire. Venant d'Eleanor, c'était l'équivalent d'un éloge dithyrambique. Sous son mentorat, mon écriture a évolué. Elle m'a poussé à être plus audacieuse, à trouver les endroits vulnérables dans mes récits et à creuser plus loin. Quand je me plaignais de ses retours brutaux, elle restait impassible. Si tu veux des encouragements doux,
rejoins un cercle d'écriture communautaire, disait-elle. Si tu veux être publié, écoute-moi. J'ai écouté, et j'ai écrit après mon travail de jour, après les obligations sociales, parfois aux premières heures du matin quand la ville se calmait brièvement. J'ai développé une discipline qui frôlait l'obsession. Ma première publication dans un journal littéraire notable est arrivée 2 ans après mon installation à New York. Je me souviens encore de fixer mon nom imprimé, passant mes doigts sur les lettres comme si elles pouvaient disparaître. Je n'ai appelé personne de ma famille. À la place, j'ai célébré avec des amis qui comprenaient ce que ce jalon signifiait. À partir de là, l'élan s'est construit progressivement. Mon nom est apparu dans des publications de plus en plus prestigieuses. Les rédacteurs ont commencé à reconnaître mon nom dans les piles de soumission. Des agents littéraires ont commencé à me contacter pour savoir si je travaillais sur un livre. C'était le cas. Mon premier manuscrit, une collection d'histoires courtes interconnectées explorant les fils invisibles liant les familles à travers les générations, a pris 3 ans à compléter. Lorsqu'il a été vendu à un éditeur indépendant respecté, j'ai ressenti une validation qu'aucune approbation familiale ne pouvait égaler. Le livre, intitulé Astérisque sous les eaux silencieuses astérisque, a été publié lorsque j'avais 27 ans. Le tirage initial était modeste, mais la réponse critique a dépassé toutes les attentes. La critique du astérisque New York Times astérisque l'a qualifié de « premier ouvrage saisissant d'une écrivaine d'une perspicacité rare ». Le astérisque New Yorker astérisque m'a inclus dans leur liste des « écrivains à suivre ». Des prix littéraires ont suivi. Pour la tournée de promotion du livre, j'ai voyagé dans 12 villes à travers l'Amérique, puis à Londres, Paris et Berlin. Dans chaque ville, des lecteurs m'ont approché avec des histoires sur la manière dont mon écriture les avait touchés, comment ils voyaient leur propre dynamique familiale reflétée dans mes personnages. L'ironie ne m'échappait pas que des étrangers se connectaient si profondément à une œuvre que ma propre famille n'avait jamais lue. J'ai choisi de publier sous le nom de Rachel Thompson plutôt que mon nom complet, Rachel Ann Davis Thompson, ce qui expliquait en partie pourquoi ma famille n'était peut-être pas tombée sur mon travail en ligne. Ce n'était pas une décision consciente de me cacher, c'était plus une séparation entre mon identité d'écrivaine et la fille qui rendait encore visite à l'Ohio 2 fois par an. Mon deuxième livre, un roman intitulé Astérisque le poids des choses non dites astérisque, est devenu ce que l'industrie appelle un succès inattendu, commençant par des ventes modestes qui ont grandi régulièrement par le bouche à oreille jusqu'à ce qu'il atteigne la liste des best-sellers 8 mois après sa publication. L'édition de poche présentait des citations d'auteurs célèbres que j'avais autrefois étudiées dans mes cours universitaires. Le surréalisme de la situation ne suffisait pas à décrire le sentiment. À 30 ans, j'avais un agent, un éditeur respecté et le genre de carrière dont rêvent la plupart des écrivains. Mon appartement à Brooklyn n'était plus partagé mais m'appartenait, avec un bureau dédié où des prix et des couvertures de livres encadrés ornaient les murs. Mon travail était enseigné dans des programmes d'écriture créative universitaire. J'ai donné des conférences invitées à Columbia, NYU et d'autres institutions prestigieuses. Lorsqu'on me présentait lors d'événements littéraires, la liste de mes réalisations prenait de plus en plus de temps à réciter. Et pourtant, lorsque je rentrais à la maison pour Noël ou l'anniversaire de ma mère, j'étais toujours juste Rachel, la fille qui avait un vague boulot dans l'édition. La dissonance cognitive était parfois accablante. « Es-tu toujours à ce magazine ?» demandait vaguement ma mère pendant les dîners de fête. « Je travaille sur différents projets maintenant », répondais-je, véridique mais incomplet. « Tu sais que Michael vient d'obtenir une autre promotion », continuait-elle, et la conversation s'éloignait à nouveau de moi. Le développement le plus récent de ma carrière est survenu 3 mois seulement avant le dîner de famille qui allait tout changer. Mon deuxième roman avait été optionné pour un film par un producteur lauréat d'un Oscar. J'avais été envoyé à Los Angeles pour des réunions, logé dans un hôtel de luxe et traité comme si mes mots avaient une immense importance. Le contraste entre le respect professionnel et l'invisibilité familiale n'avait jamais été aussi marqué. Je me demandais parfois pourquoi je continuais à cloisonner ma vie, pourquoi je n'annonçais pas simplement mes réalisations lors de la prochaine réunion familiale. La réponse était à la fois simple et complexe, je me protégeais. Après des années à voir ma passion rejetée, mes réussites minimisées, je ne pouvais pas supporter d'offrir mon succès pour qu'il soit traité comme insignifiant. L'idée que ma mère dise « c'est gentil », ma chère, à propos de mon contrat de film me nouait l'estomac. Alors, j'ai maintenu la séparation, même si cela créait un vide en moi. Dans les milieux professionnels, j'étais confiante, articulée, louée. Dans les milieux familiaux, je redevenais la fille discrète et négligée, cachant soigneusement la vie que j'avais construite. « Pourquoi continues-tu à rentrer à la maison ?»
m'a demandé une fois mon amie Samantha après mon retour d'une visite particulièrement difficile pour Thanksgiving. Je n'avais pas de réponse simple. Il y avait l'amour compliqué que je ressentais encore pour ma famille, malgré tout. Il y avait l'espoir, aussi faible soit-il, que les choses changent un jour. Et il y avait autre chose, la conviction que fuir complètement signifierait qu'ils avaient gagné, réussi à me faire croire que j'étais vraiment invisible. Alors, je continuais à visiter, et je continuais à réussir. Et l'écart entre mes deux vies s'élargissait d'année en année, jusqu'à la nuit où tout s'est effondré, lorsque mon frère a ramené sa nouvelle fiancée à la maison pour rencontrer la famille, et tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais caché, est entré en collision dans une seule recherche Google. Mes parents vivaient toujours dans la même maison où j'ai grandi, un fait qui rendait chaque visite à la maison comme un retour dans le temps. En me garant dans l'allée ce soir-là, j'ai remarqué des fleurs fraîches plantées dans les parterres de devant et de nouveaux rideaux aux fenêtres du salon. Ma mère faisait toujours des préparatifs spéciaux lorsque Michael venait, un autre petit rappel de la hiérarchie familiale. Je me suis garé derrière une BMW inconnue que j'ai supposée appartenir à Jessica, la fiancée de mon frère. Ce serait notre première rencontre, et je ne pouvais m'empêcher d'être curieuse de la femme qui avait capturé le cœur de mon frère. Michael avait fréquenté de nombreuses femmes au fil des ans, mais aucune n'avait atteint l'étape de la rencontre avec les parents. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse sonner. Mon père se tenait là, les cheveux gris soigneusement peignés, portant ce que j'ai reconnu comme son bon pull. « Rachel, tu es là » a-t-il dit, me donnant une brève étreinte maladroite. Tout le monde est dans le salon. Je l'ai suivi à travers le vestibule, passant devant le mur de photos familiales familier. J'ai noté que les ajouts les plus récents étaient tous de Michael, sa remise de diplôme de l'école supérieure, des photos de vacances, aucune ne me mettant en scène. C'était comme regarder ma progressive effacement de l'histoire familiale. Dans le salon, ma mère riait à quelque chose, le rire performatif qu'elle utilisait dans les situations sociales. Elle a levé les yeux lorsque je suis entré, son sourire restant mais se refroidissant de plusieurs degrés. Rachel, enfin. Nous allions commencer sans toi. Elle a fait un geste vers le couple attrayant sur le canapé. Tu te souviens de ce que c'est que la circulation, ai-je dit, me penchant pour le baiser sur la joue obligatoire. Michael s'est levé, semblant sincèrement heureux de me voir. Rachel, viens rencontrer Jessica. J'ai tourné mon attention vers la femme qui se levait gracieusement du canapé. Jessica était grande et mince, avec des yeux intelligents et un sourire chaleureux. Elle portait des vêtements simples mais visiblement coûteux qui suggéraient le goût et la confiance plutôt que de faire étalage. J'ai tellement entendu parler de toi, a dit Jessica, tendant la main. Michael m'a dit que tu vis à New York. J'adore visiter la ville. Tout en bien, j'espère, ai-je répondu avec un sourire, ignorant le petit rire à peine audible de ma mère. Devrions-nous passer à la salle à manger, a suggéré ma mère. J'ai le rôti au four depuis des heures. La salle à manger était dressée avec la belle porcelaine et le cristal, un autre honneur généralement réservé aux visites de Michael ou au déjeuner du club de bridge de ma mère. J'ai noté l'arrangement des places avec une résignation familière, mon père en bout de table, ma mère à l'autre extrémité, Michael et Jessica d'un côté, et moi seul de l'autre, la plus éloignée des deux parents. Ma mère s'était surpassée avec le repas, rôti de bœuf avec pudding du Yorkshire, purée de pommes de terre à l'ail, carottes glacées au miel et petits pains faits maison. C'était le menu préféré de Michael, celui qu'elle préparait pour les célébrations spéciales. Jessica, raconte-nous encore comment vous vous êtes rencontrés, a demandé ma mère après avoir versé le vin. Je veux que Rachel entende l'histoire. Jessica a souri à Michael avant de répondre. Nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères de charité pour l'hôpital pour enfants. J'organisais l'événement, et Michael était là pour représenter son cabinet. Il a surenchéri sur tout le monde pour un forfait de week-end en voile, même s'il m'avait dit plutôt qu'il avait le mal de mer, elle a ri. J'ai pensé que quelqu'un d'aussi déterminé méritait au moins un dîner. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé, a ajouté Michael, prenant sa main. Ma mère leur a souri radieusement. Et la famille de Jessica vient de Shaker Heights, m'a-t-elle dit, nommant l'un des faubourgs les plus riches de Cleveland. Son père est chirurgien cardiothoracique à la Cleveland Clinic. J'ai reconnu cela comme le raccourci de ma mère pour « vient d'une famille riche et de bonne position sociale », son plus grand éloge. « Et toi, Rachel ?» a demandé Jessica, tournant son attention vers moi. « Michael a mentionné que tu travailles dans l'édition à New York. Ça semble fascinant. » Avant que je puisse répondre, ma mère a pris la parole.
Rachel fait quelque chose avec les livres. Une petite presse ou un magazine, n'est-ce pas, ma chère? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais elle a continué. Rien à voir avec la position de Michael, bien sûr. Il vient de devenir associé à 35 ans, le plus jeune de l'histoire du cabinet. C'est une maison d'édition, ai-je dit doucement. Je travaille avec des auteurs sur leurs livres. Ça doit être tellement intéressant, a insisté Jessica. Quel genre de livre travailles-tu? Encore une fois, ma mère a interrompu. Rachel a toujours aimé lire. Tu te souviens de cet été où tu ne quittais presque pas ta chambre, toujours le nez dans un livre? Elle a ri et s'est tournée vers Jessica. Il fallait pratiquement la forcer à sortir pour prendre un peu de soleil. La conversation a dévié vers les plans de mariage. Jessica et Michael envisageaient une cérémonie en juin l'année suivante, peut-être au country club de ses parents. Ma mère était ravie, discutant déjà des arrangements floraux et des options de menu. Je mangeais tranquillement, hochant occasionnellement la tête ou offrant de brefs commentaires lorsqu'on s'adressait directement à moi. C'était un territoire familier, être présente mais pas vraiment incluse, le personnage en arrière-plan dans le spectacle de Michael. Jessica, cependant, continuait d'essayer de m'inclure dans la conversation. Nous sommes encore en train de finaliser le cortège nuptial, a-t-elle dit, me regardant. Mais j'aimerais beaucoup que tu sois l'une de mes demoiselles d'honneur, Rachel. Je n'ai pas de sœur, et ça compterait beaucoup pour moi. J'étais sincèrement surprise par l'offre. Je serais honorée, ai-je dit, touchée par son inclusion. C'est si Rachel peut prendre du temps loin de son travail important, a commenté ma mère avec un sourire mince. L'édition à New York est apparemment très exigeante. Michael a jeté un regard à notre mère. Maman, voyons. Jessica, peut-être en sentant la tension, a essayé de rediriger. Sur quoi travailles-tu en ce moment, Rachel? Y a-t-il des livres à surveiller? C'était l'ouverture que j'avais à la fois espérée et redoutée pendant des années. Je pouvais leur parler de mon récent succès, de l'option pour le film, des prix. Je pouvais enfin revendiquer mes réalisations dans cette maison où j'avais été diminué pendant si longtemps. Mais des années de conditionnement ont pris le dessus. J'ai légèrement haussé les épaules. Juste les projets habituels. Rien de spécial. Ma mère a saisi l'occasion. Elle n'est qu'une personne insignifiante avec un boulot de bureau quelconque, a-t-elle ri avec dédain. Tout le monde ne peut pas être aussi ambitieux que toi et Michael. La table est devenue silencieuse. Mon père a étudié son assiette. Michael semblait mal à l'aise. J'ai ressenti la piqûre familière, plus aiguë pour avoir été prononcée devant une nouvelle personne. Les sourcils de Jessica se sont légèrement froncés. Elle m'a regardé avec curiosité, puis a discrètement atteint son téléphone sous la table. Le lieu du mariage a une liste d'attente de 6 mois, a continué ma mère, inconsciente de la gêne qu'elle avait créée. Mais la mère de Jessica connaît le coordinateur des événements. Pendant qu'elle parlait, j'ai remarqué que Jessica regardait son téléphone, son expression passant de la curiosité à la surprise, puis à quelque chose comme de l'émerveillement. Elle m'a regardé, puis est revenue à son téléphone, faisant défiler avec un intérêt croissant. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle lisait, mais quelque chose me disait que nos mondes soigneusement séparés étaient sur le point de se heurter. La conversation du dîner continuait autour de moi, ma mère dominant avec des discussions sur le mariage tandis que mon père hochait occasionnellement la tête en accord. Michael contribuait avec des détails sur la lune de miel qu'il planifiait en Italie. Je répondais quand c'était nécessaire, mais mon attention était de plus en plus attirée par Jessica, qui continuait à faire défiler quelque chose sur son téléphone, ses yeux s'élargissant par moments. Nous pensons à 4 ou 5 étages pour le gâteau, disait ma mère. Rien de trop ostentatoire, mais digne de la position de Michael au cabinet. Jessica a soudain levé les yeux de son téléphone, son regard se fixant sur moi avec une intensité qui m'a fait me redresser sur ma chaise. « Excusez-moi » a-t-elle dit, interrompant ma mère au milieu d'une phrase sur les saveurs de gâteau. « J'espère que ce n'est pas impoli, mais je dois demander. » Elle s'est tournée vers moi, téléphone toujours en main. « Rachel, es-tu ** Rachel Thompson? L'auteur ?» La question a flotté dans l'air. 4 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Le silence était assourdissant. « De quoi parles-tu » a demandé ma mère, l'air confus. Jessica a levé son téléphone, affichant ce que j'ai reconnu comme ma page d'auteur sur le site de Penguin Random House. Rachel Thompson,
auteur de Astérisque sous les eaux silencieuses Astérisque et Astérisque le poids des choses non dites Astérisque, a-t-elle lu. Lauréate du National Book Critics Circle Award et du PEN Faulkner Award. Elle m'a regardé, ses yeux brillants d'excitation. C'est toi, n'est-ce pas? La photo correspond. Mon cœur battait fort. Le moment que j'avais à la fois craint et secrètement fantasmé pendant des années se produisait, et je me sentais complètement non préparé. Laisse-moi voir ça, a dit Michael, se penchant vers le téléphone de Jessica. Ses yeux se sont élargis alors qu'il faisait défiler ce qui était à l'écran. Nom de Dieu, a-t-il murmuré, me regardant. Rachel, c'est vraiment toi. Mon père était complètement immobile, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Ma mère a tendu la main à travers la table et a pratiquement arraché le téléphone des mains de Jessica. Ce doit être une erreur, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction alors qu'elle fixait l'écran. Une autre Rachel Thompson. Aucune erreur, a dit Jessica, reprenant son téléphone et continuant à lire. L'écriture de Rachel Thompson a été comparée à Joan Didion et Alice Munro. Sa première collection de nouvelles a été décrite par le astérisque New York Times comme a coupé le souffle, et son roman a passé 18 semaines sur la liste des best-sellers. Elle m'a regardé avec une admiration sincère. Je n'arrive pas à y croire. J'ai lu ton livre l'année dernière pour mon club de lecture. C'était incroyable. Le visage de ma mère s'était vidé de toute couleur. Mon père se penchait maintenant vers Jessica, essayant d'avoir un autre aperçu du téléphone. Il y a plus, a continué Jessica, visiblement inconsciente du drame familial qu'elle exposait. Il est dit ici que ton roman a été optionné pour un film par Paramount, avec une production prévue pour commencer l'année prochaine. Elle a fait défiler plus loin. Et tu viens d'être présenté dans la liste des 40 artistes influents de moins de 40 ans du astérisque New Yorker astérisque. Michael me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça, a-t-il demandé, sa voix mêlant confusion et ce qui semblait être de la peine. J'ai pris une profonde inspiration, me stabilisant. C'était le moment où mes deux vies séparées s'effondraient en une seule. J'ai essayé, ai-je dit doucement, plusieurs fois. Ma mère a secoué la tête. C'est ridicule. Tu n'as jamais mentionné être une auteure célèbre. Nous nous en serions souvenus. En fait, je l'ai fait, ai-je répondu, ma voix gagnant en force. Quand ma première nouvelle a été publiée dans Astérisque The Atlantic Astérisque, je vous ai appelé et je vous l'ai dit. Tu as dit et c'est gentil et tu as changé de sujet pour parler de la nouvelle voiture de Michael. Mon père a froncé les sourcils, semblant fouiller sa mémoire. Les lèvres de ma mère se sont pincées en une ligne fine. Quand mon livre a été publié, je vous ai envoyé à tous les deux des exemplaires dédicacés, ai-je continué. Avez-vous déjà ouvert le paquet ou lu la carte que j'avais incluse? Mon père semblait sincèrement confus. Je ne me souviens d'aucun paquet. Il est arrivé juste avant Noël il y a 3 ans, ai-je dit. Maman a dit que c'était probablement des trucs de travail et l'a mis dans la chambre d'amis. Je l'ai vu là, non ouvert, quand j'ai visité cette année-là. Jessica semblait de plus en plus mal à l'aise, réalisant soudain la dynamique familiale qu'elle avait involontairement exposée. Michael passait sans cesse son regard entre moi et nos parents, comme s'il essayait de réconcilier la sœur qu'il pensait connaître avec l'auteur accompli sur le téléphone de Jessica. Eh bien, tu aurais dû préciser que c'était important, a dit ma mère sur la défensive. Tu sais à quel point les choses deviennent occupées pendant les fêtes. Jessica s'est éclaircie la gorge doucement. Tes livres sont vraiment remarquables, Rachel. La façon dont tu écris sur les dynamiques familiales et les attentes non exprimées c'est tellement perspicace. Elle a marqué une pause. En fait, maintenant que j'y pense, certaines de ces scènes familiales semblent presque familières. L'implication flottait dans l'air. Avais-je écrit sur ma propre famille tout ce temps? La réponse était oui et non. Mes personnages étaient fictifs, mais les vérités émotionnelles qu'ils naviguaient le sentiment d'invisibilité, le désir de reconnaissance celle-ci venait directement de mon expérience dans cette maison même. Puis-je voir, a finalement demandé mon père, trouvant sa voix. Jessica lui a tendu son téléphone, et il a mis ses lunettes de lecture pour étudier l'écran. En lisant, son expression est passée de la confusion à quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. National Book Critics Circle Award, a-t-il murmuré. C'est important, n'est-ce pas? C'est l'un des prix littéraires les plus prestigieux en Amérique, a confirmé Jessica. Ma mère luttait pour assimiler cette nouvelle réalité. Si tu es si réussi,
a-t-elle dit avec une note de scepticisme, pourquoi vis-tu encore dans ce petit appartement à Brooklyn? Pourquoi ne conduis-tu pas une meilleure voiture? C'était une réponse tellement typique, mesurant le succès par les possessions matérielles plutôt que par les réalisations ou l'épanouissement, que j'ai presque ri. Mon appartement n'est pas petit, maman. C'est un 2 pièces à Park Slope avec un bureau où j'écris. Et je prends le métro parce que se garer à New York est un cauchemar, pas parce que je ne peux pas me permettre une voiture. Il y a toute une page Wikipédia, a ajouté Jessica, apparemment inconsciente de la tension alors qu'elle continuait à faire défiler. Et regardez, voici une vidéo de Rachel acceptant son prix PEN Faulkner. Elle a tourné son téléphone pour montrer un clip de moi sur scène dans une robe de soirée noire, remerciant le comité et mon éditeur. La qualité surréaliste du moment s'est intensifiée, ma famille regardant une vidéo de moi acceptant un prix littéraire majeur tout en étant assise à la table où j'avais été qualifié de « personne insignifiante » quelques minutes plus tôt. La prise de conscience que je n'étais pas celle qu'ils pensaient et que je n'avais jamais été celle qu'ils pensaient semblait frapper chacun d'eux différemment. Mon père semblait déconcerté mais impressionné. Michael semblait choqué mais aussi curieux. Et ma mère avait l'air de voir son monde entier remis en question, son expression passant par l'incrédulité, la confusion et quelque chose qui aurait pu être de l'embarras. Tout ce temps, a dit lentement Michael, alors que nous pensions que tu étais juste. Il s'est interrompu, réalisant peut-être qu'il n'y avait pas de bonne manière de finir cette phrase. Juste une personne insignifiante, ai-je complété, répétant les mots de ma mère de plus tôt. Oui. Tout ce temps. Le dîner qui avait été prévu pour célébrer les fiançailles de Michael et Jessica s'était transformé en quelque chose de complètement différent. L'équilibre des pouvoirs avait changé, et aucun de nous ne savait vraiment comment procéder. Jessica, peut-être en sentant la tension croissante, a tenté de détendre l'atmosphère. J'ai l'impression de dîner avec une célébrité, a-t-elle dit avec un rire nerveux. J'ai recommandé ton livre à tous ceux que je connais après l'avoir lu. La voix de ma mère a traversé l'air. Ce doit être un malentendu. Rachel nous aurait dit si elle était une écrivaine à succès. Elle s'est tournée vers moi, son expression se durcissant. Pourquoi cacherais-tu quelque chose comme ça à ta famille, à moins que tu ne l'inventes? L'accusation m'a piqué, mais c'était tellement typique de ma mère incapable d'admettre qu'elle aurait pu se tromper, transformant la situation pour se poser en victime plutôt que de reconnaître son rôle dans mon silence. Je ne voulais pas cacher, ai-je dit, ma voix ferme malgré l'émotion qui montait en moi. Vous n'avez simplement jamais écouté. C'est absurde, a répondu ma mère. Nous avons toujours soutenu ton petit passe-temps d'écriture. Passe-temps, ai-je répété, le mot comme de l'acide sur ma langue. Est-ce que c'est ce que tu penses, maman, interrompit Michael. Jessica vient de nous montrer la page d'auteur professionnel de Rachel et son entrée Wikipédia. Ce n'est pas un passe-temps. Mon père, toujours en train de regarder le téléphone de Jessica, leva les yeux. Il y a des critiques ici du astérisque New York Times astérisque, du astérisque Washington Post astérisque, des photos de toi à des événements littéraires avec des gens célèbres. Il semblait sincèrement perplexe. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ça? La question, posée sans le ton accusateur de ma mère, méritait une réponse honnête. J'ai essayé de vous en parler, dis-je en croisant son regard. Quand j'ai signé mon premier contrat pour un livre, j'ai appelé à la maison, folle de joie. Maman a répondu qu'elle ne pouvait pas parler parce qu'elle était en route pour le match de softball de Michael. Elle a dit qu'elle rappellerait, mais elle ne l'a jamais fait. Mon père fronça les sourcils, jetant un coup d'œil à ma mère, qui évita son regard. Quand mon premier livre a été publié, continuai-je, je vous ai envoyé à tous les deux des exemplaires dédicacés avec une note expliquant combien votre soutien à mon lancement à New York compterait pour moi. Vous n'avez jamais répondu. J'ai vérifié les prix des billets d'avion, espérant que vous viendriez peut-être. Mais vous n'avez même pas accusé réception des livres. On était probablement occupés, dit ma mère sur la défensive. Tu ne peux pas attendre de nous qu'on laisse tout tomber pour elle. Pourquoi, maman, interrompis-je, des années de sentiments refoulés se libérant enfin. Pour le plus grand accomplissement de ta fille? Parce que c'est exactement ce que vous avez fait pour Michael à chaque fois. Vous n'avez jamais manqué un seul de ces matchs, cérémonies ou célébrations. Pas un seul. Michael se tortilla inconfortablement sur son siège. Jessica posa une main sur son bras, son expression empreinte de sympathie. Quand j'ai remporté mon premier Grand Prix, continuai-je, j'ai appelé à la maison depuis l'hôtel juste après la cérémonie, encore en robe de soirée. Papa,
tu as répondu que maman dormait et que tu regardais un match. Tu m'as dit de rappeler le lendemain. Quand je l'ai fait, aucun de vous n'a répondu. Le visage de mon père rougit de ce qui semblait être de la honte. Je n'avais pas réalisé. Je ne savais pas que c'était important. Comment pouvais-tu ne pas savoir? La question jaillit de moi avec plus d'émotion que je ne l'avais prévu. Comment mes propres parents pouvaient-ils ne pas savoir ou se soucier des moments les plus significatifs de ma carrière? Avez-vous seulement une fois cherché mon nom sur Google? Vous êtes-vous jamais demandé ce que je faisais vraiment à New York toutes ces années? Les lèvres de ma mère se pincèrent. Tu as toujours été dramatique, Rachel. Si ton écriture était vraiment si réussie, pourquoi ne t'es-tu pas assuré qu'on le sache? Parce que chaque fois que j'essayais, vous changiez de sujet pour parler de Michael, répondis-je, la voix légèrement brisée. Chaque fois. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer. Ça faisait trop mal de continuer à offrir des parties de moi-même pour qu'elles soient ignorées. Jessica s'éclaircit doucement la gorge. Ton roman, dit-elle en me regardant, celui sur la plus jeune fille dont l'art est découvert après qu'elle a quitté la maison. Était-ce autobiographique? Avant que je puisse répondre, ma mère intervint. Es-tu en train de dire que tu as écrit des histoires sur nous, sur les affaires de famille? Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi? J'écris de la fiction, interrompis-je fermement. Mes personnages ne sont pas vous, mais la vérité émotionnelle de se sentir invisible dans sa propre famille. Oui, je me suis inspiré de cette expérience. Michael semblait de plus en plus mal à l'aise. Je n'avais aucune idée que tu ressentais ça, dit-il doucement. Tu n'as jamais rien dit. Aurais-tu écouté si je l'avais fait, demandai-je, sans méchanceté. Tu étais occupé à être l'enfant prodige, Michael. Ce n'était pas ta faute, mais c'était notre réalité. Mon père, qui avait fait défiler le téléphone de Jessica, leva les yeux avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Certaines de ces critiques mentionnent que ton travail explore les thèmes de la négligence parentale et de l'amour conditionnel. Sa voix était calme. Est-ce ainsi que tu nous vois, Rachel, comme des parents négligents? La question resta en suspens, lourde de décennies de blessures non exprimées. Je pris une profonde inspiration. Je vous vois comme des parents qui n'avaient de place que pour un seul enfant à succès, dis-je prudemment. Et ce n'était pas moi. Alors, j'ai construit une vie et une carrière qui ne dépendaient pas de votre approbation ou même de votre connaissance. Et maintenant, nous y sommes. Ma mère se leva brusquement, sa chaise raclant contre le plancher en bois. Je dois débarrasser les assiettes à dessert, dit-elle, bien que personne n'ait fini de manger. Elle commença à ramasser les assiettes avec des mains tremblantes. Barbara, assieds-toi, dit mon père avec une fermeté inhabituelle. C'est important. Ce qui est important, c'est que Rachel a apparemment nourri toutes ses rancunes pendant des années, répondit ma mère, la voix tendue, en écrivant des livres sur les mauvais parents que nous sommes. Maman, ce n'est pas ce que Rachel a dit, interrompit Michael. Et tu viens de la traiter de personne insignifiante il y a moins d'une heure. Ma mère se figea, les assiettes en main, comme si elle avait oublié ce commentaire. Jessica grimaça visiblement. Je n'ai jamais dit que vous étiez de mauvais parents, clarifiai-je. Mais oui, j'ai été blessé, à plusieurs reprises. Et au lieu de vous confronter, j'ai canalisé ces sentiments dans mon écriture. C'est ce que font les écrivains. Nous transformons nos expériences en histoires. Des histoires qui t'ont rendu célèbre tout en nous faisant passer pour mauvais, dit ma mère avec amertume. Personne ne sait que les livres ont un lien avec vous, répondis-je. Je n'ai jamais dit qu'ils étaient autobiographiques. C'est votre culpabilité qui parle, pas mes mots. La pièce devint silencieuse. Ma mère resta debout, serrant les assiettes comme un bouclier. Mon père semblait perdu dans ses pensées. Michael et Jessica échangèrent des regards inconfortables. Je pensais à me lever et partir. Cela aurait été plus facile que de continuer cette conversation douloureuse, mais quelque chose me retint sur ma chaise, peut-être la même persévérance têtue qui m'avait poussé à écrire malgré des années de rejet avant mon premier succès. Je n'ai jamais voulu avoir cette conversation, admis-je. Mais maintenant que nous y sommes, peut-être est-il temps pour un peu d'honnêteté. J'ai construit une vie dont je suis fier, une carrière qui m'épanouit. Je l'ai fait sans votre soutien ni votre reconnaissance. Cela ne devrait pas diminuer votre fierté pour les réalisations de Michael. Il y avait toujours de la place pour que nous réussissions tous les deux, même si vous ne le voyez pas. Mon père retira ses lunettes et se frotta les yeux.
Je ne sais pas quoi dire, Rachel. Je suis désolé que nous ayons manqué tant de choses. C'était la première excuse sincère que j'entendais dans cette maison, et elle atterrit comme une pierre dans une eau calme, les ondes se propageant vers l'extérieur. Les défenses de ma mère semblèrent s'effriter légèrement. Elle posa les assiettes et se rassit dans sa chaise. « Pourquoi ne nous as-tu pas fait comprendre ?» demanda-t-elle, mais l'accusation avait quitté sa voix. « Ce n'était pas ma responsabilité, dis-je doucement. Les parents sont censés voir leurs enfants, tous les deux, pas seulement celui qui correspond à leur narrative préférée. » Michael tendit la main à travers la table et toucha brièvement ma main. « Je ne l'ai pas vu non plus, dit-il. Je suis désolé, Rachel. » La reconnaissance de mon frère, inattendue et sincère, fit monter des larmes à mes yeux que je repoussai rapidement. Jessica, qui était restée silencieuse pendant la confrontation, prit la parole. « Pour ce que ça vaut, dit-elle, tes livres sont magnifiques. Ils ont touché tant de gens. C'est un don rare. » Dans le silence inconfortable qui suivit, je réalisai que quelque chose avait fondamentalement changé. La dynamique familiale, figée depuis des décennies, s'était fissurée. Ce qui pousserait à sa place restait à voir, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pour le meilleur ou pour le pire, j'étais enfin visible dans la maison de mes parents. Le reste du dîner se passa dans un étrange mélange de tension et de révélation. Ma mère fit une tentative peu convaincue pour servir le dessert, une mousse au chocolat qui resta largement intacte. Alors que la conversation continuait par à-coups, Jessica, apparemment déterminée à normaliser la situation, posa des questions pertinentes sur mon processus d'écriture et mes projets à venir. Je répondis prudemment au début, puis avec une ouverture croissante en réalisant que son intérêt était sincère. Je travaille sur un nouveau roman, en fait, admis-je, partageant des détails de mon travail publiquement avec ma famille pour la première fois. Il s'agit de sœurs séparées dans l'enfance qui se retrouvent à l'âge adulte, pour découvrir qu'elles ont vécu des vies parallèles. Ça semble fascinant, dit Jessica. Sera-t-il publié l'année prochaine? Si je respecte mes délais, oui. Mon éditeur espère une sortie au printemps. Ma mère poussa son dessert dans son assiette. Je suppose qu'on devra attendre la version cinématographique, dit-elle, une tentative d'humour peu convaincue qui tomba à plat. En fait, répondis-je, si vous voulez le lire avant, je pourrai vous envoyer les épreuves une fois qu'elles seront prêtes. L'offre resta en suspens, une branche d'olivier timide. Mon père s'éclaircit la gorge. J'aimerais ça, dit-il doucement. J'aimerais lire tes livres, tous. Michael hocha la tête en signe d'accord. Moi aussi. Je n'arrive pas à croire que ma petite sœur est une auteure célèbre, et je ne le savais même pas. Je ne suis pas vraiment célèbre, clarifiai-je. La fiction littéraire, ce n'est pas vraiment le statut de célébrité. Ta page Wikipédia dirait le contraire, remarqua Jessica avec un sourire. Tout comme le astérisque New York Times astérisque. Après le dessert, nous nous déplaçâmes dans le salon. Ma mère s'excusa pour aller à la cuisine, prétendant qu'elle devait commencer la vaisselle, bien que je soupçonnasse qu'elle avait besoin d'espace pour digérer tout ce qui s'était passé. Jessica toucha le bras de Michael. Pourquoi ne vas-tu pas aider ta mère? J'aimerais discuter un peu plus avec Rachel de son travail. Michael sembla soulagé d'avoir une direction et se dirigea vers la cuisine. Mon père marmonna quelque chose à propos de vérifier le score du match des Indians et disparut dans son bureau, nous laissant seuls, Jessica et moi. Dès qu'ils furent hors de portée, Jessica se tourna vers moi avec une expression d'excuse. « Je suis tellement désolée si j'ai causé des problèmes, dit-elle. Je n'avais aucune idée qu'il ne savait rien de ta carrière. Ce n'est pas ta faute, lui assurai-je. Ça couvait depuis des années. Il fallait probablement que ça arrive. » Jessica hocha la tête pensivement. « J'ai reconnu ton nom immédiatement, confessa-t-elle. Quand Michael a mentionné que sa sœur Rachel était écrivaine à New York, je me suis demandé si ce pouvait être toi, mais en arrivant ici, personne n'a mentionné tes livres, alors j'ai pensé que je devais me tromper. Alors, la recherche Google au dîner était délibérée, admit-elle. Quand ta mère a fait ce commentaire sur le fait que tu étais une personne insignifiante, je n'y croyais pas. Je savais que j'avais lu ton travail. Je pensais que peut-être en leur montrant, ça les ferait. Elle s'interrompit, paraissant incertaine. Les forcer à me reconnaître, suggérai-je. Elle hocha la tête, légèrement embarrassée. Était-ce terrible de ma part? Je réfléchis à la question. Non, dis-je finalement.
Peut-être que ça devait venir de quelqu'un extérieur à la famille. Il ne m'aurait peut-être jamais cru. Nous fûmes interrompus par le retour de Michael de la cuisine. Il s'assit à côté de Jessica, me regardant avec des yeux nouveaux. « Maman est bouleversée », rapporta Teil. « Papa lui parle dans la cuisine maintenant. »« Je suis désolé pour ça, dis-je, sincère. Malgré tout, je n'avais pas voulu les blesser. » Michael secoua la tête. « Ne t'excuse pas. C'est moi qui devrais être désolé. Je n'ai jamais réalisé. » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Je n'ai jamais vu comment il te traitait différemment. J'étais tellement pris par mes propres affaires. »« Tu étais aussi un enfant, Michael, lui rappelai-je. Ce n'était pas ta responsabilité de corriger le comportement de nos parents. »« Quand même, insista-t-il, j'aurais dû le remarquer. Tous ces prix, cérémonies et publications que tu as mentionnées et je n'ai même jamais demandé ce que tu faisais à New York toutes ces années. » Pas vraiment. Jessica serra sa main pour le soutenir. « Le truc, c'est, continua Michael, je pensais toujours que tu étais la chanceuse. Maman et papa étaient tellement concentrés sur moi, me poussant constamment vers le succès, surveillant chaque note et chaque réussite. Tu semblais libre de faire ce que tu voulais sans toute cette pression. Je n'ai jamais réalisé que l'autre face de cette liberté était l'invisibilité. » Sa perception me stupéfia. Toutes ces années, j'avais envié son attention et son approbation. Lui avait envié ma liberté de ne pas être scruté. C'était une perspective que je n'avais jamais envisagée. « Peut-être qu'on peut recommencer, suggéra-t-il. En tant qu'adulte. Je veux connaître ta vie, Rachel. Ta vraie vie, pas la version édulcorée que tu partageais pendant les fêtes. » L'offre me toucha profondément. « J'aimerais ça, dis-je simplement. » Mon père apparut dans l'embrasure de la porte, paraissant plus vieux qu'au dîner. « Ta mère a besoin de temps, dit-il. Ça a été beaucoup à encaisser. » Il s'assit lourdement dans son fauteuil, le même siège qu'il avait occupé pendant toute mon enfance. « J'ai regardé ta page d'auteur sur mon téléphone, » admit-il. « Les critiques, les prix, je n'avais aucune idée, Rachel. Absolument aucune. »« Je sais, papa, dis-je doucement. »« Non, tu ne comprends pas, insista-t-il. Nous t'avons déçu. »« Je t'ai déçu. Toutes ces fois où tu as essayé de nous parler de ton travail, et nous ne t'avons tout simplement pas entendu. » Il leva les yeux humides. « Je suis tellement fier de ce que tu as accompli. Tellement fier. Et j'ai honte qu'il ait fallu une étrangère pour me le faire voir. » Jessica se tortilla inconfortablement en étant appelée une étrangère mais resta silencieuse. « Il n'est pas trop tard, dis-je, me surprenant moi-même avec ces mots, pour s'intéresser, pour s'impliquer. Si vous voulez l'être. » Il hocha la tête fermement. « Nous le voulons. Ta mère aussi, même si elle ne peut pas encore le dire. » La soirée se termina plus tôt que prévu. Les révélations émotionnelles avaient épuisé tout le monde. Alors que je me préparais à partir, Jessica me serra chaleureusement dans ses bras. « Ce n'était pas le dîner auquel je m'attendais, » dit-elle avec un sourire désolé, « mais je suis contente d'avoir enfin rencontré la vraie Rachel Thompson. Je suis une véritable fan de ton travail. » Michael me serra aussi dans ses bras, plus longtemps que d'habitude. « Ça ne répare pas tout, » dit-il doucement, « mais c'est un début, non ?» Je hochai la tête, incapable de faire confiance à ma voix. Mon père me raccompagna à la porte. « Reviendras-tu pour le dîner de dimanche prochain ?» demanda-t-il. « J'aurai lu ton premier livre d'ici là. On pourrait en parler. » L'invitation, si simple mais si significative, fit monter des larmes inattendues à mes yeux. « Je serai là, promis-je. » Ma mère resta dans la cuisine, ne venant pas dire au revoir. Je compris qu'elle avait besoin de temps, que sa vision du monde avait été fondamentalement remise en question. Le changement n'arriverait pas du jour au lendemain. En rentrant à mon hôtel, je me sentis plus légère, comme si un poids que je portais depuis des décennies commençait à se déplacer. Mes deux vies séparées étaient entrées en collision, et bien que l'impact ait été douloureux, peut-être que quelque chose de nouveau et de plus authentique pourrait émerger des décombres. Pour la première fois depuis des années, je me permis d'espérer que ma prochaine visite à la maison pourrait être différente, que je pourrais enfin être vu, pleinement vu, par les gens qui m'avaient façonné, pour le meilleur et pour le pire. 3 mois après le dîner qui changea tout, un colis arriva à mon appartement de Brooklyn. L'adresse de retour était celle de la maison de mes parents dans l'Ohio.
Je l'ouvris avec des doigts curieux pour trouver mes livres, pas les exemplaires que j'avais envoyés des années auparavant, mais de nouveaux, récemment achetés. À l'intérieur de la couverture de Astérisque sous les eaux silencieuses Astérisque se trouvait une note écrite de la main précise de mon père, Astérisque Rachel, j'ai lu ceci 2 fois maintenant. La première fois pour connaître l'histoire, la deuxième fois pour entendre ta voix dedans. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour écouter. Tes mots sont magnifiques. Ils comptent. Tu comptes. Avec amour, papa Astérisque. Je traçais son écriture du bout du doigt, sentant les indentations sur la page. Au cours des 3 mois depuis que Jessica avait cherché mon nom sur Google à la table du dîner, de petits changements s'étaient accumulés comme des flocons de neige, transformant progressivement le paysage de mes relations familiales. Mon téléphone sonna, interrompant mes pensées. Le nom de Michael apparut à l'écran. Et, le colis de papa est arrivé, demanda-t-il quand je répondis. Je viens de l'ouvrir, confirmai-je. C'est inattendu. Il a commandé tes livres le lendemain de ce dîner, dit Michael. Il les lit et les relit. Maman aussi, bien qu'elle soit moins bavarde à ce sujet. Nos conversations avaient changé depuis cette nuit. Nous parlions maintenant chaque semaine, des discussions plus longues qui allaient au-delà des politesses superficielles. Michael s'était sincèrement intéressé à ma vie et à mon travail, posant des questions pertinentes sur mon processus d'écriture et mes projets à venir. Comment avance le nouveau livre, demanda-t-il maintenant. Je viens de terminer la 2e version, lui dis-je. Mon éditeur pense que c'est la meilleure chose que j'ai écrite. C'est génial, Rachel. Vraiment génial. Il marqua une pause. En fait, c'est en partie pourquoi j'appelle. Jessica et moi nous demandions si tu envisagerais de faire une lecture à notre fête de fiançailles le mois prochain, de ton travail, je veux dire. Quelque chose qui compte pour toi. L'invitation me stupéfia. Tu es sûr? C'est votre célébration. Je ne veux pas détourner l'attention de vous. Michael rit. Rachel, ma sœur est une auteure célébrée. Je suis fier de ça. Je veux que nos amis et notre famille sachent qui tu es vraiment, pas la version qu'on a tous prétendue pendant tant d'années. Ces mots me touchèrent profondément. Alors oui, je serais honoré. Super. Et une chose de plus. Maman a réorganisé le plan de table pour le dîner. Elle veut que tu sois à la table principale avec nous et les parents de Jessica. La signification de cela ne m'échappa pas. Dans notre famille, les arrangements de table avaient toujours été hiérarchiques, les invités les plus importants placés près de mes parents. Ma place traditionnelle lors des réunions familiales avait été à la périphérie, une pensée après coup. Ce changement, aussi petit qu'il puisse sembler aux autres, représentait un changement fondamental dans la dynamique familiale. Maman est d'accord avec tout ça, demandai-je prudemment. Michael soupira. Elle essaie, Rachel. Ce n'est pas facile pour elle d'admettre à quel point elle s'est trompée toutes ces années. Mais papa a été étonnamment ferme à ce sujet. Je ne l'ai jamais vu lui tenir tête comme ça auparavant. L'idée de mon père, habituellement si réticent au conflit, plaidant pour moi suscita une émotion inattendue. Jessica a été géniale aussi, continua Michael. Elle a fait rejoindre son club de lecture à maman. Et devine quel livre elle lise le mois prochain? Je ris à l'image, maman dans un club de lecture, discutant de mon roman. Ça, je paierai pour le voir. Elle est nerveuse à ce sujet, admit Michael. Elle a peur de ne pas le comprendre correctement ou de dire quelque chose de mal. Je pense qu'elle commence enfin à réaliser ce qu'elle a manqué toutes ces années. Après avoir raccroché, je restais avec la note de mon père et ses nouvelles informations, essayant de digérer combien de choses avaient changé en si peu de temps. Le schéma familial, établi depuis des décennies, était en train d'être réécrit, maladroitement mais sincèrement. Ma mère avait appelé la semaine précédente. Notre conversation, guindée mais révélatrice, avait été significative. Elle avait mentionné, presque nonchalamment, qu'elle avait parlé de mes livres à son club de bridge. La fille de Marilyn Jenkins est professeure d'anglais à l'Ohio State. Elle a apparemment intégré ton roman dans son cours de littérature contemporaine. Marilyn était assez impressionnée quand j'ai mentionné que tu étais ma fille. La fierté dans sa voix, bien que réticente, était nouvelle. Elle découvrait, peut-être pour la première fois, que mes réalisations pouvaient refléter positivement sur elle, tout comme celle de Michael l'avait toujours fait. Ce n'était pas la reconnaissance pure et inconditionnelle que j'aurais pu souhaiter, mais c'était un progrès.
La fête de fiançailles arriva plus vite que prévu. J'arrivai chez mes parents avec un mélange d'anticipation et d'appréhension. La maison semblait différente, bien que rien n'ait physiquement changé. Peut-être était-ce ma perception qui avait changé. Jessica m'accueillit avec une étreinte chaleureuse. « Je suis tellement contente que tu sois là tôt. Viens voir l'installation dans le jardin. » Le jardin avait été transformé avec des guirlandes lumineuses et des arrangements floraux. Un petit podium se tenait près de la terrasse avec un micro. « Pour ta lecture, » expliqua Jessica. « J'espère que ça va. Certains membres de ma famille sont de grands fans de ton travail. Ma cousine Abigail enseigne l'anglais et utilise tes histoires dans ses cours. » À l'intérieur, ma mère dirigeait les traiteurs avec sa précision habituelle. Elle s'arrêta en me voyant, son expression s'adoucissant légèrement. « Rachel, bien, tu es là. Je t'ai placé à la table 1 avec nous et les clercs, dit-elle, faisant référence aux parents de Jessica, et j'ai dit au barman d'avoir du champagne prêt pour après ta lecture. » Une telle considération de sa part était sans précédent. « Merci, maman, dis-je simplement, ne voulant pas trop en faire et risquer qu'elle se replie. Tes cheveux sont jolis, ajouta-t-elle maladroitement. La longueur te va bien. C'était un petit compliment, mais venant de ma mère, cela semblait significatif. Mon père émergea de son bureau, son visage s'illuminant en me voyant. Rachel. Il m'enlaça avec un enthousiasme inhabituel. J'ai fini ton 2e livre la semaine dernière. La scène où la protagoniste confronte son mentor à la cérémonie des prix eut une écriture brillante. Nous parlâmes du livre pendant plusieurs minutes, une expérience surréaliste dans cette maison où mon écriture avait été invisible si longtemps. Mon père avait toujours été un lecteur avide, mais maintenant il lisait mes mots, s'engageant avec mes pensées, me voyant à travers mon travail. Alors que les invités commençaient à arriver, j'observais un changement subtil mais significatif. Quand ma mère me présentait à ses amis, elle ne disait pas simplement « Voici Rachel, notre fille ». Au lieu de cela, elle disait « Voici Rachel, notre fille, l'auteur ». Ses livres ont remporté plusieurs prix majeurs. La fierté dans sa voix, bien que nouvelle, était indéniable. Elle apprenait, tardivement mais peut-être pas trop tard, à me voir clairement. Michael et Jessica circulaient parmi les invités, s'arrêtant souvent pour m'inclure dans les conversations, s'assurant que je ne sois pas relégué à l'arrière-plan comme cela avait été le cas lors des réunions familiales tout au long de ma vie. Quand vint le moment de ma lecture, le père de Jessica me présenta avec une admiration sincère, énumérant mes réalisations avec le respect qu'elles méritaient. Je m'approchai du podium, ressentant un mélange complexe d'émotions, la vulnérabilité de partager mon travail dans ce cadre, la fierté de mes accomplissements, et les traces persistantes de la fille insécure que j'avais été pendant si longtemps. J'avais choisi un passage de mon 2e roman, une scène où un personnage trouve enfin sa voix après des années de silence. En lisant, j'étais consciente que mes parents écoutaient attentivement, entendant peut-être des échos de notre propre relation compliquée dans le récit fictif. Les applaudissements après furent enthousiastes. Ma mère, à ma surprise, essuya des larmes de ses yeux. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, elle s'approcha de moi là où je discutais avec la mère de Jessica. « Ta lecture était magnifique, dit-elle, sa voix inhabituellement douce. Je ne savais pas que tu pouvais écrire comme ça. Tu n'as jamais demandé à savoir, répondis-je, non pas de manière accusatrice mais en énonçant une simple vérité. Elle hocha la tête, reconnaissant le point. Je demande maintenant, dit-elle. Mieux vaut tard que jamais ? C'était proposé comme une question, hésitante et incertaine. La mère qui avait toujours été si confiante, si sûre de ses opinions et jugements, demandait une seconde chance. Mieux vaut tard que jamais, acquiesçai-je. Notre relation ne serait jamais parfaite. Trop d'eau avait coulé sous ce pont particulier. Mais le courant changeait de direction, lentement mais perceptiblement. Là où il y avait eu du rejet et de l'invisibilité, il y avait maintenant de la reconnaissance, même si elle était tardive. En rentrant à New York le lendemain, je réfléchis au chemin qui m'avait mené à ce point. Les années douloureuses d'être ignoré avaient alimenté ma détermination à réussir, à créer un travail qui exigeait de l'attention. L'ironie ne m'échappait pas que l'incapacité de ma famille à me voir m'avait finalement rendu plus visible au monde. Je n'avais jamais écrit pour leur approbation ou leur reconnaissance. J'avais écrit parce que je devais le faire, parce que les histoires en moi exigeaient d'être libérées. Pourtant, il y avait une satisfaction indéniable à être enfin vu par les gens qui m'avaient façonné, pour le meilleur et pour le pire.
Mon téléphone vibra avec un texto de Michael, * papa vient de commander tes livres pour tout son club de golf. Maman est horrifiée par le langage inapproprié et qu'ils vont tous lire. Le progrès prend des formes étranges *. Je ris à haute voix dans ma voiture vide. Du progrès, en effet. La fille invisible avait enfin été vue. La personne insignifiante était devenue quelqu'un, non pas parce qu'une recherche Google avait révélé mes accomplissements, mais parce que j'avais persisté à croire que ma voix comptait, même quand ceux qui auraient dû l'entendre en premier ne l'écoutaient pas. Cette persévérance, plus que n'importe quel prix ou reconnaissance, était la véritable mesure de mon succès. Alors, et vous? Avez-vous déjà été sous-estimé par votre famille ou vos amis? Comment avez-vous réagi quand ils ont enfin reconnu vos réalisations? J'adorerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Aussi, si vous avez aimé cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'expériences de vie réelle. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel que être ignoré ne définit pas votre valeur. Merci beaucoup d'avoir écouté, et rappelez-vous, parfois, les personnes qui vous voient clairement sont celles que vous attendez le moins. Votre voix compte, toujours.